Bonjour, aujourd'hui à nouveau un extrait de Que ma joie demeure de Jean Giono. C'est un texte superbe que je suis en train de relire et qui me ravit et j'espère pouvoir vous en faire partager vraiment toute l'exaltation que je ressens à le lire dans cette vision panthéiste de l'homme et de l'humanité et de la terre et cet invite à nous relier plus que jamais à la nature, à notre terre-mère. De courts extraits dont voici le premier. On voyait le ciel. Voilà ce qu'on voyait. La terre qui montait vers la forêt. Elle cachait les troncs. Dépassant la terre, les branchages noirs. D'autant plus noirs qu'ils étaient plus chargés de neige. Puis, le ciel clair, net, pur. Et comme on était abrité du soleil, un ciel terrible, dont on pouvait voir l'infinie viduité, l'infinie solitude, la cruauté effrayante et sans bornes. Et ce ciel, révérence parlait, il se cassait la gueule sur le toit de la ferme. Voilà ce que je veux dire. Ce ciel était fait pour s'en aller, tel qu'il était, jusqu'à la fin des temps, de l'espace et de la durée. Et celui qui aurait pu le peupler d'une algue grosse comme le pouce ou d'un lichen rond comme l'ongle, il aurait été fort, croyez-moi. Mais de la porte de l'étable, on le voyait brusquement finir au ras des tuiles, coupé par le bord de la toiture en dents de scie. À partir de là, ce n'était pas grand-chose, si vous voulez, mais c'était la joie et l'amour. Il n'y avait plus de monde insensible. Il y avait des tuiles d'argile cuite, la dentelle de la génoise, la joue fraîche du toit. L'homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de sang, mais en réalité, il est comme un feuillage, non pas serré en blocs, mais composé d'images éparses comme les feuilles dans les branchages des arbres, et à travers lesquelles il faut que le vent passe pour que ça chante. Comment voulez-vous que le monde s'en serve s'il est comme une pierre? Regardez une pierre qui tombe dans l'eau. Elle troue. L'eau n'est pas blessée. Et la voilà qui fait son travail d'usure et de roulis. Il faut qu'à la fin, elle gagne. Et la voilà au bout de sa course qui aplatit à petits coups de vague la boue docile de ses alluvions. Regardez une branche d'arbre qui tombe dans l'eau. Soutenue par ses feuillages, elle flotte, elle vogue, elle ne cesse jamais de regarder le soleil. À la fin de sa transformation, elle est le germe, et les arbres et les buissons poussent de nouveau dans les sables. Je ne dis pas que la boue est morte. Je ne dis pas que la pierre est morte. Rien n'est mort. La mort n'existe pas. Mais quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé et brisé pour entrer dans la transformation, le tour de roue est plus long. Il faut des milliards d'années pour soulever le fond des mers avec des millimètres de boue, refaire des montagnes de granit. Il ne faut que 100 ans pour construire un châtaignier en dehors de la châtaigne. Et quiconque a senti, un jour de printemps sur les plateaux sauvages, l'odeur amoureuse des fleurs de châtaignier comprendra combien ça compte de fleurir souvent. Voilà pour ce premier extrait, quasiment un poème en prose. Et le deuxième, donc, qui est la fameuse apparition du cerf. Les odeurs coulaient toutes fraîches. Ça sentait le sucre, la prairie, la résine, la montagne, l'eau, la sève, le sirop de bouleau, la confiture de myrtille, la gelée de framboise où l'on a laissé des feuilles, l'infusion de tilleul, la menuiserie neuve, la poix de cordonnier, le drap neuf. Il y avait des odeurs qui marchaient, et elles étaient si fortes que les feuilles se pliaient sur leur passage. Et ainsi, elles laissaient derrière elles de longs sillages d'ombre. Toutes les salles de la forêt, tous les couloirs, les piliers et les voûtes, silencieusement éclairés, attendaient. De tous les côtés, on voyait les profondeurs magiques de la maison du monde. Le vent se fit attendre, puis il vint, et la forêt se mit à chanter pour la première fois de l'an. Il était arrivé près d'eux. Il dit « Bonsoir Marthe, bonsoir Jourdan.
On l'entendait respirer. On avait son odeur d'homme vêtu de velours et qui a sué, mais en lui répondant « Bonsoir, garçon », on ne pouvait pas retirer son regard de dessus cette grande forme qui le suivait et qui était là maintenant. C'était une bête et moitié arbre. On voyait luire de larges yeux, doux mais mâles. « Qu'est-ce que c'est » dit Jourdan. « Un cerf » dit Bobby. Il portait de larges bois. « Seulement, dit Bobby, j'ai été obligé d'en chercher un qui soit presque un homme pour qu'on me fasse bien le mélange, tu comprends ?»« Non, dit Jourdan. »« Qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux » dit Marthe. « Il regarde, dit Bobby. Et voyez, tous les deux, comme ce qui est pur et sauvage éclaire l'ombre. Voyez qu'il a les yeux de la même couleur que les bourgeons. Et voyez, comme notre regard à nous ne sert plus à rien quand nous sommes en pleine ombre, mêlés aux choses sauvages, comme nous n'avons plus que des pierres mortes sur les paupières, parce que nous avons perdu la joie des saisons et la gentillesse naïve. Regardez comme il a les yeux luisants. Le cerf ne bougeait pas. On voyait ses larges ramures et au-dessus la forêt claire. « Il reste gentiment avec nous, dit Jourdan étonné. C'était ça le difficile, dit Bobby, car il n'était pas obligé de savoir qu'on le mérite, dit-il encore, et il y a trop peu de temps pour qu'on le mérite, pour que les bêtes soient prévenues. Que c'est difficile, soupira Marthe. Oui, dit Bobby, mais j'avais tous les atouts. Asseyons-nous une minute, je vais vous dire. Assis dans l'herbe, il voyait le cerf encore debout. Il avait des jambes maigres, un corps solide, des vagues de poils sous le ventre, le cou droit, la tête immobile, de larges branches pleines de ciel noir et d'étoiles printanières. « Il s'appelle Antoine, dit Bobby. Il lui frappa doucement de la main sur les jarrets. « Couche-toi !» Le cerf se coucha à côté d'eux. Il allongea sa tête entre leurs pieds. Il soufflait un souffle chaud qui tiédissait les jambes de Marthe et montait plus haut sous ses jupes, vivant comme la poussée d'un sang. « Oui, dit Bobby. Le difficile, c'était de trouver une bête qui accepte. »« Pardon, dit Jourdan. »« Notre odeur, dit Bobby, c'est notre odeur qui les gêne. Nous ne sentons plus l'homme ni la femme. Nous sentons une sorte de mélange et ils ont le nez fin. Je voulais trouver une bête qui soit déjà habituée, mais qui conserve assez de liberté, comment te dire, indulgente, dit-il. Voilà, non pas esclave comme les chevaux, non pas en bataille comme les chevaux entiers, mais une bête qui se dise « Vous sentez mauvais, mais je vous pardonne. » Et puis qui serait capable d'apprécier notre bonne odeur quand nous l'aurons. Tu crois, dit Marthe, qu'il sait reconnaître ? Comme un coup de poing sur les naseaux, dit Bobby, c'est sûr. Marthe était contente parce que le cerf était en train de renifler son odeur à elle, et il ne bougeait pas. Il n'avait pas l'air dégoûté, il respirait, tout doucement, à sa cadence. D'ailleurs, dit Bobby, ce soir nous devons avoir une odeur à peu près véritable tous les trois. Il y a le printemps dans la forêt. Et dit Jourdan, comment tu fais ? Il était au cirque national. Où ? Oui, à Sermoise, c'est un petit cirque. Tu y allais avec le train ? Non, à pied. C'est ça qui fait long, mais j'étais obligé. Les traces étaient sur la route. La forêt chantait. Une bête appela au fond du bois. La voix roula dans les échos. Le cerf releva la tête. On entendit le bruit de râpe de sa langue sur les babines. « Il s'appelle Antoine, dit Bobby. Je le connais depuis longtemps. Nous avons travaillé ensemble. Il aimait beaucoup me regarder. Moi, j'aimais regarder ses yeux. Nous nous sommes souvent parlé du désir des mêmes choses. Je suis allé le chercher et il nous aidera. Et maintenant, nous sommes dans la forêt, tous les trois, avec lui. Et nous n'avons déjà plus le cœur des habitants des plaines. C'est la nuit, c'est le printemps dans les arbres. La forêt chante. Écoutons, dit Jourdan. Et ils restèrent tous les quatre dans un long silence. La forêt chantait sa chanson la plus grave. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.